qui s'est passé hier dans le bureau ovale est absolument inédit. On n'avait jamais assisté à une altercation, à une dispute, à une humiliation de cette nature dans le bureau ovale, sous le regard des caméras du monde. Et après un choc aussi fracassant, on comprend qu'il n'y a pas de marche arrière, que l'administration Trump est bel et bien partie de son propre côté de l'histoire, et que si une marche arrière est possible, elle se fera au prix de lourdes concessions et humiliations de la part des Ukrainiens, mais aussi des Européens. Et pour Volodymyr Zelensky, pour l'Ukraine en général, qui doit lutter contre l'impérialisme brutal de la Russie, mais aussi désormais des États-Unis, la question est désormais de savoir si le pays peut tenir tout seul, grâce aux Européens, ou si c'est la fin. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour revenir ensemble sur cette séquence historique à tout point de vue, puisque comme je l'ai dit, on savait que les relations entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky n'étaient pas au beau fixe, que l'Américain méprise voire déteste l'Ukrainien et ce depuis 2019, mais on ne s'attendait pas à cette scène en public dans le bureau ovale qui est un des cénacles du pouvoir, qui a joui d'une certaine vénération pendant de très nombreuses années et qui désormais est rabaissé au rang de simple arène électorale supplémentaire pour Donald Trump et les MAGA. Parce que c'est d'abord ça qu'il s'est passé hier, c'est la continuation de la campagne électorale et c'est la mise en application des arguments que Donald Trump et les MAGA avaient déployés ces derniers mois. On pouvait croire, en tout cas à Kiev on l'espérait très fortement, que Donald Trump et les MAGA retrouveraient un sens des responsabilités géopolitiques après leur victoire, en allant au-delà des déclarations chocs, des provocations, des insultes, des menaces. Parce que si on regarde bien, le Panama, le Groenland, le Canada, ils ne sont pas encore annexés, il n'y a pas encore de guerre commerciale à grande échelle, et les freins appliqués à la politique migratoire, ils ne sont pas encore très efficaces, et donc on pouvait se dire que pour l'Ukraine aussi, il pouvait y avoir des ajustements. Mais c'est sans doute à cause de tout ce que je viens de dire que l'Ukraine a été sacrifiée. Puisque les réformes de rupture à la MAGA, soit elles ne produisent pas les effets escomptés, soit elles jettent le trouble parmi l'électorat même des MAGA. La classe moyenne est touchée, la classe ouvrière est touchée, le comportement d'Elon Musk est véritablement erratique au Doge, et donc il fallait un succès pour Donald Trump, et l'Ukraine et Volodymyr Zelensky, qu'il méprise et déteste depuis 2019, eh bien c'était tout trouvé. Et en plus de ça, ça colle avec sa vision du monde, parler aux puissants, humilier les petits, ne plus penser en termes d'alliance mais d'intérêt, favoriser la Russie qu'il admire, nier le consensus libéral transatlantique qui prévalait jusqu'à présent, et ce qui fait que l'altercation d'hier, c'était clairement un piège. Évidemment, en disant ça, je ne prétends pas être dans le secret des dieux, mais tout concorde. Puisque entre le premier jet de l'accord sur l'exploitation des ressources minérales en Ukraine et la version finale qui a été adoptée il y a quelques jours et qui devait être signée hier, on a vu que les États-Unis avaient perdu beaucoup de terrain et que l'accord était en fait très favorable à l'Ukraine. C'était un peu étrange, mais bon, ça s'insérait aussi dans un processus de négociation. Et puis ces derniers jours, on avait aussi vu Donald Trump baisser d'un ton et changer vraiment son approche vis-à-vis de l'Ukraine, en disant qu'il ne se rappelait plus d'avoir appelé Volodymyr Zelensky un dictateur. Il a aussi affirmé que c'était le meilleur président pour l'Ukraine. Tout ça avait été interprété comme des signaux positifs, mais avec le recul, on comprend que ce n'était qu'une méthode pour amadouer la partie ukrainienne et la tirer dans ce piège. Pour avoir bien regardé la séquence, je considère aussi que Volodymyr Zelensky n'était pas vraiment très préparé et il a fait plusieurs bourdes, notamment dans son approche par rapport à Donald Trump et dans un discours qui était assez absolutiste, alors qu'il avait multiplié les concessions dans des déclarations ces semaines passées. Mais là, il a voulu arriver avec une démonstration clé en main. Clairement, ça n'était pas parti pour bien passer, mais je reste convaincu que cette rencontre en soi-même, c'était un guet-apens. Avec la manière dont Donald Trump et son équipe ont ridiculisé le treillis de Volodymyr Zelensky, avec la manière dont J.D. Vance, le vice-président américain, est intervenu dans la discussion, avec les arguments à l'encontre de Volodymyr Zelensky qui ont été déroulés, on comprend que tout était prévu à l'avance. Et donc l'Ukraine a été sacrifiée sur l'autel des MAGA et de la sacro-sainte relation entre les nouveaux États-Unis et la Russie. Avec l'Ukraine sacrifiée, l'Europe est évidemment une victime collatérale, et on va voir ce week-end et dans les prochains jours si on peut arriver à un réveil, à un sursaut européen dont on parle depuis des années et des années. En tout cas, Volodymyr Zelensky, lui, il a dit qu'il n'allait pas s'excuser auprès de Donald Trump puisqu'il considère qu'il n'a rien fait de mal, mais il a aussi répété que le soutien de la Maison-Blanche était crucial dans sa lutte contre l'invasion russe. Ce qui n'est pas forcément contradictoire, mais ça illustre ce nouveau grand écart que l'Ukraine doit opérer, à supposer que ce soit possible. Moi, je pars du principe que ce n'est pas possible. Donald Trump a été très clair sur ses préférences russes et ukraino-sceptiques ces dernières semaines. L'Ukraine, ça l'embête pour rester poli, et il veut en finir, quel que
que soit le prix d'un arrêt des combats. C'est ce qu'il avait fait en Afghanistan à partir de 2018 et ça avait conduit au fiasco de l'évacuation de Kaboul en 2021. Mais Trump n'en a jamais exprimé le moindre regret, il n'a même jamais critiqué les talibans pour avoir violé les clauses de l'accord qu'il avait lui-même conclu. Et ça, ils veulent le refaire avec l'Ukraine pour pouvoir se concentrer sur les grands dossiers qui l'intéressent, la Russie, la Chine, Israël, le commerce, l'intelligence artificielle et des deals. Entre parenthèses, ça montre quand même le niveau d'impréparation de Donald Trump qui avait assuré qu'il savait comment faire la paix, mais qui a dû réaliser que c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'il ne pensait. Ça l'a embarrassé, ça l'enquiquine et il préfère désormais jeter l'Ukraine avec l'eau du bain. En ce qui concerne l'Europe, cette redéfinition du partenariat transatlantique, ce désengagement américain, il va être accéléré, mais il va être quand même progressif, puisqu'il y a tellement d'intégration économique, financière, technologique et militaire de part et d'autre de l'Atlantique qu'un découplage ne peut pas s'opérer en l'espace de 2 semaines. Par contre, pour l'Ukraine, ça peut aller très vite. Hier déjà, juste après la dispute dans le bureau ovale, le secrétaire d'État Marco Rubio a interrompu les programmes de réparation et de modernisation du réseau énergétique ukrainien. Et ces dernières 24 heures, on parle de l'arrêt du partage de renseignements, on parle du blocage de la livraison des paquets d'aide qui avaient été décidés par l'administration Biden et qui sont en cours d'acheminement aujourd'hui. Et ce qui fait que tout l'engagement américain en faveur de l'indépendance de l'Ukraine, depuis 2022, mais surtout depuis 1991, eh bien ça peut disparaître très vite. Et là-dessus, il y a un jeu dangereux à considérer qu'on peut revenir ramper devant Donald Trump en multipliant des concessions pour rétablir un semblant de relation constructive, puisqu'il n'y a absolument aucune garantie que ça lui fasse changer ses positions. Et ça, on l'a aussi vu ces derniers jours avec les visites d'Emmanuel Macron et de Keir Starmer. Et c'est un peu comme si on était revenu à l'hiver 2022 quand on perdait des heures à parler avec Vladimir Poutine sans avoir établi un rapport de force préalable. Tel que je le vois, l'Ukraine, elle a 2 choix, c'est continuer à combattre ou capituler. Sachant que ces 2 options sont beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre qu'il y a 48 heures. Je dis capituler parce que là, on ne parle plus de négocier, de discuter ou de faire des compromis. Dans le contexte des dernières semaines, mais surtout depuis hier, on n'imagine pas une seconde que les Russes lâcheraient quelque chose à l'Ukraine que Donald Trump leur a déjà donné. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais à Moscou, après la dispute hier dans le bureau ovale, on jubile sur la place publique. Et donc, si cessez-le-feu et ébauche d'accord de paix il ne peut se faire qu'au détriment des Ukrainiens et même sans la participation des Ukrainiens. Et si l'Ukraine l'accepte ou est contrainte de l'accepter, elle n'aura quasiment aucun de ses intérêts en tant que victime de cette agression qui sera prise en compte. Et on peut aussi s'imaginer que tout cela va s'accompagner d'une pression très forte de la part des Américains et des Russes pour un changement de direction politique à Kiev, puisqu'on a vu hier, juste après cette séquence à la Maison-Blanche, que les appels à la démission de Volodymyr Zelensky émanaient déjà du Parti républicain. Comme je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, on se dirigeait de toutes les manières vers ce qui s'apparentait à une mauvaise paix imposée par les Américains et les Russes. Mais là, dans le contexte de rupture qui est né de cette dispute à la Maison-Blanche hier, on comprend que les conditions qui seront imposées à l'Ukraine lui seront encore plus néfastes et vont compromettre la consolidation de ses forces armées et de son système de défense, et aussi sa reconstruction et son développement économique. Refuser un diktat et continuer à combattre, c'est évidemment la seconde option. L'Ukraine, elle conserve son armée, son industrie de l'armement, ses alliés européens, et il y a certains stocks de munitions, notamment pour les unités d'artillerie qui sont prévus pour encore plusieurs mois. Les avancées russes sur le terrain, elles se sont ralenties ces dernières semaines et de manière plus générale, l'armée russe et l'économie russe connaissent un certain nombre de problèmes qui ne peuvent que s'aggraver avec le temps qui passe. Mais d'une part, l'Ukraine a aussi de sérieux problèmes, et notamment en termes de ressources humaines pour assurer le recrutement pour ses forces armées. Mais aussi et surtout, là, on entre dans un scénario où l'Ukraine ne pourrait plus du tout compter sur l'armement et les technologies américaines. Et donc la partie serait extrêmement difficile, puisqu'il y a énormément d'armes et d'équipements que ni l'Ukraine ni les Européens ne sont en mesure de produire. Et selon les estimations que j'ai vues ces derniers jours, l'Ukraine a encore une 60aine de jours de réserve de missiles pour les batteries Patriot et aussi pour des systèmes de défense antiaérienne soviétiques qui avaient été modernisés pour accueillir des projectiles américains. Ce qui fait que si les États-Unis n'envoient plus rien, les systèmes de défense antiaérienne Patriot, ils ne servent à rien. Et si l'Ukraine est coupée des ressources du renseignement américain, des moyens de la guerre électronique américaine, voire que les États-Unis commencent à partager du renseignement avec la Russie, ce qui est tout à fait envisageable à l'heure actuelle, alors la partie sera évidemment très compliquée pour l'Ukraine. Là-dessus, évidemment, la seule variable d'ajustement pour l'Ukraine, c'est l'Europe. L'Europe, on le voit, elle fait beaucoup et elle travaille à son réveil, elle travaille
à son sursaut, mais tout ce que fait l'Europe depuis 2022, c'est toujours beaucoup trop lent et beaucoup trop peu, et donc il est assez risqué d'espérer que l'Europe puisse répondre à l'urgence du moment. L'Europe, elle n'a pas les mêmes capacités militaires que les États-Unis, ça je l'ai déjà dit, et l'Europe, elle est fragile, elle est morcelée, avec certains pays qui sont en cours d'urbanisation. Évidemment, on n'est pas surpris face à l'enthousiasme de Viktor Orban ou de Robert Fico après cette dispute dans le bureau ovale, mais on regarde surtout de très près Giorgia Meloni en Italie, qui a témoigné d'un soutien sans faille à l'Ukraine jusqu'à présent, mais qui a aussi un lien personnel avec Elon Musk et une affinité idéologique avec Donald Trump, et donc elle peut retourner sa veste à tout moment. Et dans ces conditions, continuer à combattre, ça va être extrêmement difficile pour l'Ukraine. Après, dans cette situation, comme dans beaucoup d'autres, il faut évidemment se poser la question du coût de l'action, pour les Ukrainiens et pour les Européens, mais surtout celle du coût de l'inaction, et la question du coût d'un découplage américain et d'une défaite de l'Ukraine sur la sécurité du continent européen pour les décennies à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve très vite.